Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle édition du MLS Africa Plus. Africa pour Afrique. Aujourd'hui, l'émission va porter essentiellement sur ce qui se passe dans le continent africain, mais on vous garde d'autres sujets pour la fin de l'émission. Et qui de mieux pour parler de l'Afrique que notre invité spécial habituel, Patrick Juillard, journaliste pour le site Football 365 Page Afrique et également consultant sur RFI. Patrick, encore une fois, bienvenue à l'émission. Bonsoir Mathieu, merci de m'accueillir une nouvelle fois et au plaisir de décrypter l'actualité du football africain avec toi. Et pour la décrypter, si tu le veux bien Patrick, on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet. On va parler des pays africains qui se sont qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde. Le tirage au sort pour déterminer les phases de groupe se sont déroulés le 1er décembre dernier. Maintenant, on a une idée de qui va jouer contre qui. En résumé, au niveau du tirage, je constate au moins deux choses. C'est que les têtes de série ont été quand même globalement protégées, mais d'un autre côté, on sent qu'il y a un équilibre des forces qui a été réparti d'un groupe à l'autre, même s'il y a certains groupes là où ça va être peut-être plus serré que d'autres. Spécifiquement du côté de l'Afrique, on va commencer par le groupe A, où on retrouve l'Égypte, qui se trouve dans un groupe largement ouvert, où on retrouve la Russie, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay. L'Égypte va commencer contre l'Uruguay le 15 juin. C'est un match qui va être important parce que l'Uruguay, qui est une équipe un peu vieillissante, va sans doute vouloir tenter de livrer une belle performance. Là, c'est peut-être la dernière chance pour des joueurs comme Suarez, par exemple, Edinson Cavani, là, à l'âge où ils sont rendus, de bien performer à un haut niveau dans ce genre de compétition. Il faut se méfier un petit peu de la Russie, qui est peut-être pas favorite, mais qui va bénéficier de plusieurs avantages, dont le fait de jouer à la maison et fort probablement d'un arbitrage favorable. L'Arabie Saoudite, ça c'est beaucoup plus faible. Est-ce que tu crois que l'Égypte a des chances de finir parmi les deux premiers du groupe A? Alors le groupe de l'Égypte apparaît assez ouvert sur le papier a priori. C'est pas l'équipe la plus mal lotie des nations africaines qualifiées pour ce mondial 2018. L'Égypte va jouer donc dans la poule de l'Arabie Saoudite, équipe qui revient elle aussi en phase finale après une longue absence et qui a jamais réussi grand-chose, à part une fois en 94 je crois, mais globalement qui est une équipe qui a pas un historique très flatteur en phase finale. L'Uruguay qui est elle une belle équipe sud-américaine de joueurs très expérimentés jouant dans des grands clubs, dont Suarez et Cavani en premier lieu, mais il y en a d'autres. Et le pays organisateur, la Russie. Alors la Russie, qui est une équipe assez moribonde quand on se rappelle de son Euro 2016 calamiteux et de ses prestations récentes où il se passe pas grand-chose sur le terrain et on a une moyenne d'âge très élevée et pas beaucoup de créativité. Mais pour l'Égypte, l'inconvénient, c'est d'être tombé dans la poule du pays organisateur. On sait que, globalement, à part le cas de l'Afrique du Sud en 2010, le pays organisateur s'est toujours qualifié pour le deuxième tour de la Coupe du Monde. On sait que le pays organisateur est souvent plutôt bien arbitré, pour parler de manière pudique, voire avantagé par l'arbitrage. On se rappelle notamment du Brésil, pour n'aller que jusqu'à l'édition 2014 de l'arbitrage très partial dont il avait bénéficié contre la Croatie au premier tour. On se rappelle de certains cartons assez sévères donnés à leurs adversaires. Bref, l'Égypte aura peut-être à jouer non pas contre 11 joueurs, mais contre 11 joueurs plus le public, plus l'arbitre. Donc c'est pas forcément évident et on lui conseillera surtout de ne pas perdre contre l'Uruguay puisque c'est le match qui pourrait être décisif dans ce groupe en deux équipes qui joueront la deuxième place. Je vois ensuite l'Égypte quand même plus forte que l'Arabie Saoudite sur ce que j'ai pu apercevoir des éliminatoires dans la zone Asie. Donc un optimisme modéré pour l'Égypte. Il faudra surtout un Mohamed Salah en très grande forme puisqu'on sait que le jeu de l'Égypte c'est une défense très compacte et les fulgurances souvent de Mohamed Salah en zone offensive. Si on le voit sur les matchs récents de Liverpool, on peut être optimiste. Attention, l'Égypte devra donc se méfier. Pour ce qui est de l'Égypte, la performance de Mohamed Salah pourrait être déterminante sur le plan offensif. On parle quand même d'un des meilleurs joueurs africains, sinon le meilleur joueur africain à l'heure actuelle. Alors, il va être à surveiller de ce côté-là. Maintenant, nous allons parler du Maroc, puisque le Maroc est dans le groupe B
Avec qui? Avec le Portugal et l'Espagne. Eh bien oui, le Portugal et l'Espagne, les deux pays voisins, et même le Maroc est un pays voisin aussi, à si peu de distance, vont s'affronter dans le même groupe, avec l'Iran comme dernière sélection dans le groupe B. Ce qui est intéressant, c'est que d'entrée de jeu, le premier match de ce groupe, c'est l'Espagne contre le Portugal, pendant que le Maroc joue contre l'Iran. Le premier match pourrait donc être déterminant dans la suite du classement de ce groupe. C'est-à-dire que peu importe le résultat entre l'Espagne et le Portugal, si le Maroc arrive à obtenir un résultat contre l'Iran, ça pourrait mettre les prochains adversaires, c'est-à-dire le Portugal, sous pression lors du match suivant. Et on sait qu'Hervé Renard, tu parlais de l'expression tantôt, d'opération de commando, on sait qu'Hervé Renard affectionne cette approche. On a l'impression d'ailleurs, quand on a vu la performance du Maroc lors des dernières qualifications pour la Coupe du Monde, on sent qu'il y a des assises solides en défense, puis en attaque, on a des outils pour pouvoir répliquer. Les joueurs semblent motivés à jouer pour leur sélectionneur, comme ça arrive souvent lorsque c'est Hervé Renard qui est en poste. Ça va être un groupe très intéressant à suivre, ne serait-ce que parce que, dès le départ, les premiers matchs vont être déterminants pour la suite des choses. Le Maroc, effectivement, Mathieu, a hérité d'un groupe très relevé, avec déjà 2 équipes européennes. C'est pas le cas de tous les groupes, mais dans celui-là, il y a 2 équipes européennes. Et avec, parmi ces 2 équipes européennes, donc la tête de série, le Portugal, champion d'Europe sortant, et l'Espagne, qui était dans le deuxième chapeau, et qui est quand même une équipe plus que redoutable, qui est clairement une des nations favorites de cette Coupe du Monde. Donc ça peut faire très peur, mais la chance des hommes d'Hervé Renard dans ce groupe, c'est que leur tableau va aller crescendo, à savoir qu'ils vont entrer en matière contre l'Iran, qui est sans doute la plus faible équipe de ce groupe, même si c'est une équipe qui a eu qui a rendu des bonnes copies dans des qualifications de la zone Asie, avec notamment un compartiment offensif assez solide qui marquait pas mal de buts. Mais globalement, c'est une équipe qui me semble être à la portée d'une bonne équipe du Maroc. Ensuite, ce sera le Portugal. Donc en deuxième match, après que le Portugal ait joué son premier contre l'Espagne. Donc je pense que ce match, si le Maroc a fait le boulot lors du premier contre l'Iran, ce deuxième match peut s'avérer vraiment capital. Imaginons par exemple que le Maroc gagne son premier match contre l'Iran et ne perde pas ensuite contre le Portugal. Ça ferait 4 points en 2 matchs. Bon, ça pourrait être bien engagé avant d'affronter l'Espagne. Alors une Espagne qui avait raté sa dernière Coupe du Monde en étant éliminée dès le premier tour, dans un groupe où figuraient aussi les Pays-Bas qui les avait complètement pulvérisés en match de poule, et l'Espagne qui est en reconquête, sous la houlette d'un nouveau sélectionneur, qui s'est bien ressaisi, qui est pas resté sur ses acquis et qui présente maintenant une équipe très très convaincante. Donc en plus historiquement l'Espagne c'est le pays peut-être culturellement et pas seulement géographiquement le plus proche du Maroc. Il y a une forte conflictualité entre les deux pays. Bon, on va pas faire un cours sur l'histoire coloniale, mais disons que ça risque d'être un match qui va être très attendu au Maroc. Donc c'est comme un petit derby méditerranéen et ça peut donner quelque chose de très chaud pour une 3e journée si toutefois les 2 équipes ne sont pas déjà qualifiées, mais j'en doute. Mais donc le Maroc devra vraiment être très performant d'entrée, C'est son principal défi est là, c'est qu'il ne va pas avoir le temps de monter en puissance. Je pense que si le Maroc ne gagne pas son premier match contre l'Iran, ça sera déjà très compromis pour la suite. Donc le Maroc ne devra pas se rater d'entrée dans ce groupe. L'Iran, il faut s'en méfier quand même, puisqu'on se rappelle qu'en 2014, l'Iran avait tenu en échec le Nigeria dans son groupe. Donc attention à cette équipe qui a un historique passé contre les équipes africaines. Un petit mot pour parler de la France qui est dans le groupe C. Je vais imiter un peu Didier Deschamps en disant qu'il avait le cul bordé de nouilles, avec un tirage, disons, chanceux, favorable, puisque la France va jouer contre l'Australie, le Pérou et le Danemark. On peut pas vraiment rêver mieux, mais encore là, va falloir être très prudent, puisque, on le sait, la France, face à des équipes a priori plus faibles, peut être piégée. Bon, elle commence contre l'Australie. Si vraiment la France s'empêtre face aux Australiens, eh bien là, ça va déjà mal carburer au démarrage pour les Bleus.
Par contre, contre le Pérou et le Danemark, je doute que ça va être aussi facile que ça en a l'air. C'est vrai que le Pérou a très bien fait lors de la dernière Copa América et en qualification. Très solide en défense, très costaud, rugueux. Et le Danemark, eh bien, on se rappellera de 2002, n'est-ce pas? Quand le Danemark a battu la France et les a éliminés en phase de groupe. Alors, c'est pas des équipes faciles, malgré ce qu'on peut en croire a priori. Considérant, toi, le portrait du groupe C et de l'équipe de France, Patrick, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, la France a bénéficié d'un tirage unanimement reconnu comme très favorable. Alors, il suffit de regarder un peu le pédigré des équipes qui seront ses adversaires pour le comprendre. L'Australie, barragiste de la zone Asie, qui a eu toutes les peines du monde à sortir la Syrie sur 2 matchs. Le Pérou, également barragiste dans la zone Amérique du Sud. Et enfin, le Danemark, qui s'est également qualifié après des barrages dans la zone Europe. Et ça, c'est un cas de figure tout à fait inédit. C'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'une tête de série a 3 barragistes dans son groupe. Donc bon, les réseaux sociaux ont beaucoup ironisé sur l'extrême chance dont bénéficie Didier Deschamps de manière assez régulière, parlant même vulgairement de la chatte à Didier Deschamps. La chatte, c'est un mot vulgaire qui veut dire la chance, quoi. Enfin, je crois pas qu'il aime particulièrement les chats, Didier Deschamps. En tout cas, je l'ai jamais vu sur les réseaux sociaux ou dans des magazines avec des chats. Mais donc pour dire les choses clairement, la France est bien tombée. Le premier match ce sera contre l'Australie, donc c'est une équipe quand même qui apparaît quand même en net déclin par rapport à ce qu'elle était il y a encore une dizaine d'années, où à l'époque elle pouvait mettre en danger certaines équipes européennes. Bon, on l'a vu lors de la dernière Coupe des Confédérations, elle a été quand même surclassée et elle n'a même pas battu le Cameroun, qui pourtant avait lui-même fait des prestations extrêmement médiocres pendant cette épreuve. Le Pérou ensuite, c'est une équipe que la France connaît moins. Le dernier match et le seul match entre les deux équipes, c'était un match de préparation au Mondial 82 et la France avait été battue au Parc des Princes, mais c'était un simple match amical. Les deux pays ne se sont jamais rencontrés en match officiel. Et puis le Danemark. Bon, le Danemark, c'est une équipe qui comporte certains bons joueurs, qui a été assez convaincante, notamment lors de la phase de barrage. Mais le Danemark, la France le jouera au 3e match. On peut raisonnablement espérer que la France sera déjà qualifiée et aura pris 6 points avant. Donc, il faut dédramatiser ce 3e match qui aurait pu être un match un peu plus difficile. Le Danemark a, par le passé, posé problème à la France. Mais dans cette configuration-là, on peut espérer, sur le niveau attendu de l'équipe de France, qu'elle ait déjà 6 points avant ce 3e match. Et donc, que ce match n'ait pas une importance cruciale. Je pense que la clé pour la France, c'est de savoir si les joueurs vont pouvoir se lâcher. S'ils y arrivent, la France devrait passer largement la phase de groupe, devrait pouvoir terminer premier sans inquiétude. Mais s'ils sont crispés ou on sent qu'il y a le doute, peut-être à cause du style Deschamps, de jouer un peu sur les talons par moment, d'être un peu en mode défensif, là, en mode protection, et que l'adversaire flaire l'opportunité de pouvoir percer la muraille, juste le fait que l'adversaire y croit, ça va déjà créer, selon moi, là, des incertitudes chez les Français. Alors que moi, je pense qu'avec le talent qu'on a sous la main, il faut pouvoir permettre de libérer un peu la bride sur le cou des joueurs pour aller chercher des bons résultats face à des équipes qui sont prenables. Mais comme le dirait Didier Deschamps, bien au contraire. Enfin bon. On va passer au groupe D. Et ça, le groupe D, à mes yeux, c'est peut-être le groupe de la mort si on prend la définition littérale du terme. On retrouve l'Argentine, l'Islande, la Croatie et le Nigeria, qui a livré les meilleures performances en qualification de la Coupe du Monde sur le continent africain. Et le Nigeria se retrouve un peu en mode pays de connaissance, si je puis dire, puisque pour la 5e fois de l'histoire, l'équipe des Super Eagles va affronter l'Albi Céleste. La 5e fois dans l'histoire de la Coupe du Monde que ces deux pays se retrouvent dans le même groupe, c'est du jamais vu. En plus de ça, ils se sont affrontés récemment lors d'un match amical. Bon, évidemment, Lionel Messi n'était pas présent, tout comme Victor Moses pour le Nigeria. Mais le Nigeria a gagné 4-2 contre l'Argentine, ce qui donne pour les joueurs des Super Eagles, qui sont dirigés admirablement par Gernot Rohr, le sélectionneur allemand, ça leur donne confiance à mes yeux. Je pense que le Nigeria mentalement est prêt. On sent que Gernot Rohr, excellent tacticien, a préparé ses joueurs. On les sent comme solides à toutes les positions. On les sent en confiance.
J'ai pas vu le Nigeria comme trembler ou avoir des incertitudes à un moment donné, peu importe les matchs qu'ils ont joués récemment. Et là, ils se retrouvent dans un groupe quand même avec... d'abord, l'Argentine, certes, ça reste une puissance, mais on se pose des questions, étant donné ses dernières performances qualifiées de justesse sur le continent sud-américain, comme quoi la compétition était très relevée sur ce continent-là. On retrouve l'Islande, qui n'est pas un feu de paille quand on a vu ce que ce pays a fait lors du dernier Euro. Et on a la Croatie, qui ont en leur sein plusieurs milieux de terrain de grande qualité. En quelque part, on se dit, est-ce que le Nigeria a des chances de se qualifier? Mais c'est bizarre, quand je regarde leur dernière performance, moi je me dis au contraire que le Nigeria a des chances de pouvoir passer la phase de groupe et de se rendre en huitième de finale. Et ce qui serait ironique, c'est que ça pourrait être encore une fois contre la France, comme lors de la Coupe du Monde 2014. Oui, donc le groupe, effectivement, dans lequel est tombé le Nigeria a vraiment des airs de déjà-vu. Puisque les Super Eagles vont à nouveau, une fois de plus, retrouver l'Argentine, l'Albi Céleste, donc qu'ils avaient déjà affronté en 1994, 2002, 2010 et 2014. Donc ça va être la 5e fois qu'ils s'affrontent au premier tour d'une Coupe du Monde, et en très peu de temps, donc c'est totalement inédit dans les annales de l'épreuve. À chaque fois, pour l'instant, les Argentins l'ont emporté par un but d'écart. Donc on s'aperçoit que ce sont des matchs en général assez accrochés. Hein. Est-ce que cette fois-ci, le Nigeria va pouvoir inverser cette tendance ? En tout cas, on sait que les deux équipes se sont rencontrées à Krasnodar pour un match amical. Et cette fois-là, c'est le Nigeria qui l'a emporté 4-2. Pourtant mené 2-0, les Nigérians ont réussi à renverser la vapeur. Donc ça montre quand même les qualités mentales et techniques également de cette équipe. Le Nigeria, donc, qui est coaché par Gernot Rohr, qui est un entraîneur malin, expérimenté, qui a vraiment une grande expérience et une certaine science de la gestion d'un groupe et de la manière donc de l'améliorer par petites touches. Hein. Je le sais très bien puisqu'il a été l'entraîneur de Nice pendant de longues années et qu'il avait fait du très bon travail. Après, donc, les autres équipes les autres adversaires du Nigeria, et ce sera les premiers d'ailleurs, puisqu'ils ne rencontreront l'Argentine qu'au 3e match, ce seront deux équipes européennes, la Croatie et l'Islande. Donc, la Croatie, équipe potentiellement redoutable, avec de grands joueurs, inutile de les nommer, les Modric, Rakitic, Mandzukic et autres, Perisic, qui jouent tous dans de grands clubs et qui sont un peu des leaders techniques, donc des joueurs à prendre très au sérieux, mais c'est une équipe qui est parfois un peu mentalement un peu fluctuante, un peu incertaine dans les grandes compétitions. Et on l'avait vu lors du dernier Euro où la Croatie avait tout d'abord pris un excellent départ et affiché de très belles promesses, et s'était ensuite un petit peu liquéfié pour déjouer complètement contre le Portugal et être éliminé. Donc et ensuite on se rappelle qu'il y a 4 ans le Nigeria était tombé dans le groupe de la Bosnie-Herzégovine et le Nigeria avait battu cette équipe. Donc il y a une certaine expérience face aux équipes des pays de l'Est, ex-pays de l'Est. Donc voilà, je ne dirais pas que c'est compromis pour le Nigeria face à la Croatie. Au contraire, je pense qu'ils ont des chances de troubler un peu la hiérarchie annoncée. Et puis l'Islande, c'est une équipe qui fait ses débuts en phase finale, qui a fait un Euro où elle a surpris un petit peu les observateurs, qui l'attendaient un peu comme une équipe surprise, un gros outsider, et qui s'est avéré être une équipe haut niveau, bien rodée tactiquement, avec des joueurs intéressants. Donc il faudra se méfier de cette équipe d'Islande, quoi. Donc avec un jeu assez britannique. Le Nigeria est prévenu, c'est un groupe difficile, mais les autres équipes aussi doivent penser que le Nigeria n'est pas un adversaire facile. Donc c'est l'équipe africaine qui est allée le plus souvent en 8e de finale, voire plus loin de la Coupe du Monde. Donc c'est une équipe qui a été championne olympique aussi, donc il y a un certain savoir-faire dans les grands tournois. Donc à elle de se servir de cette expérience-là pour faire une belle performance en Russie. Moi je crois que c'est possible, même si on aurait pu leur souhaiter un tirage plus favorable. Je trouve que ça résume bien la formation du Nigeria. S'ils abordent le tournoi sans complexe, jusqu'à maintenant ils n'ont pas montré de complexe, peu importe l'adversaire qui leur faisait face, le Nigeria devrait selon moi être capable de se qualifier,
même s'il fait partie d'un groupe de la mort, comme je le disais tout à l'heure. Parce qu'il faudra rien prendre pour acquis là-dedans. Quand je regarde jouer le Nigeria, encore une fois, je trouve, par rapport à toutes les équipes africaines en place, c'est bizarre à dire, elle est la plus jeune, mais c'est la plus rassurante. On n'a pas le sentiment que cet effectif est si jeune quand on le regarde jouer. Et c'est là qu'on peut voir la qualité du travail de Gernot Rohr. Je veux juste survoler rapidement le groupe E et le groupe F, vu qu'il n'y a pas d'équipe africaine. Alors dans le groupe E, on retrouve le Brésil, la Suisse, le Costa Rica et la Serbie. Et dans le groupe F, on retrouve l'Allemagne, le Mexique, la Suède et la Corée du Sud. Ça aussi, c'est un groupe qui va être intéressant à suivre, je trouve. Là, on arrive dans le groupe G, où là, par contre, on retrouve la Tunisie. Mais là, ça va être extrêmement difficile pour la Tunisie parce que dans le groupe G, on retrouve aussi, certes, le Panama, qui possède l'un des effectifs les plus âgés et qui n'est pas nécessairement le plus grand favori de ce groupe. Mais après, c'est qu'on retrouve les Diables Rouges de la Belgique et l'équipe nationale anglaise qui partent largement en tête comme favoris pour se qualifier. Et quand on regarde les performances, du moins les récents matchs de la Tunisie, c'est certes une équipe solide en défense, mais au niveau offensif, on a beaucoup de points d'interrogation. Et face à des équipes fortes comme la Belgique et l'Angleterre, qui ont pris soin de changer de sélectionneur depuis leur capotage au cours de l'Euro 2016, ils sont maintenant bien dirigés. Et je serais étonné que ces deux favoris-là trébuchent d'entrée dans le groupe G. Et là, la Tunisie commence son tournoi avec l'Angleterre. C'est certain qu'un match nul, ça sera encourageant, mais j'ai du mal à voir la Tunisie être capable, du moins, de franchir la phase de groupe. Ça va être très compliqué. Oui, effectivement, la Tunisie n'a pas été épargnée par le tirage au sort. Elle aussi, comme le Maroc, va affronter deux équipes européennes et le Panama, donc qui est un nouveau venu en Coupe du Monde. Mais contrairement au Maroc, elle ne commencera pas contre l'équipe la plus faible, à savoir le Panama, mais elle commencera directement contre l'Angleterre avant de jouer la Belgique. Et ça, c'est quand même pas le meilleur ordre possible. On aurait pu espérer plutôt qu'elle commence contre le Panama, histoire de peut-être se mettre en bonne position au classement du groupe. Et peut-être, pourquoi pas, faire la course en tête. Bon, ça risque d'être difficile. Alors l'Angleterre, il est vrai que elle fait souvent de très bonnes qualifications pour ensuite faire une phase finale moyenne. En tout cas, c'est un peu la mauvaise habitude que cette équipe a pris ces dernières années, que ce soit lors du dernier Euro ou lors de des précédentes éditions de la Coupe du Monde. Mais enfin, l'Angleterre, depuis l'Euro, a réagi, a changé de sélectionneur, a nommé Gareth Southgate, après l'intérim Sam Allardyce, bon, qui a tourné court, mais en gros, c'est Gareth Southgate qui a maintenant repris cette équipe et l'a un peu façonné à son idée. Il s'appuie beaucoup sur les joueurs de Tottenham, pour une moitié notamment de l'ossature, plus Kyle Walker qui est un ancien de Tottenham. Bref, c'est une équipe qui a gagné en maturité, je pense, depuis l'Euro, qui me semble offensivement plus redoutable qu'elle ne l'était il y a 2 ans, et encore plus il y a 4 ans. Donc moi, je me méfierais de l'Angleterre. Il y a 4 ans, on était face à une équipe en fin de cycle. Maintenant, on est dans une équipe qui monte face à une équipe qui monte en puissance. Donc ça peut être assez dangereux pour la Tunisie. Et on peut appliquer un petit peu le même constat à la Belgique, qui avait globalement déçu lors de la dernière Coupe du Monde et lors de l'Euro 2016, et qui maintenant, sous les ordres d'un nouveau sélectionneur, Roberto Martinez, semble savoir mieux gérer ses matchs, savoir mieux profiter de ses temps forts et avoir plus de marge face à ses adversaires. Donc même si la Belgique ne joue pas forcément mieux offensivement, mais je trouve que l'équipe est plus équilibrée qu'il y a quelques années. Donc pour ça, c'est quand même pas bon signe pour la Tunisie. Et enfin, Panama, moi j'ai pas vraiment d'idée sur cette équipe que j'ai vu jouer que par bribes. Bon, ça me semble un adversaire à la portée de la Tunisie. Bon, la Tunisie est une équipe qui a gagné sa qualification quand même de manière assez héroïque en remontant un handicap de 2 buts à Kinshasa contre la RD Congo. Donc ça, c'est le genre de match qui donne de la force à un collectif. Mais il y a des joueurs de talent comme Youssef Msakni notamment. Mais est-ce que globalement l'équipe est armée pour lutter contre une Belgique et une Angleterre en pleine possession de leurs moyens? J'espère qu'elle me fera mentir, mais j'en doute un petit peu. Voilà, donc la Tunisie... c'est un avis réservé. Il faudra vraiment faire de très gros matchs pour espérer passer. C'est bon d'être réaliste. Et le dernier groupe, le groupe H, probablement le groupe le plus
homogène, mais aussi le plus ouvert, puisqu'on retrouve la Pologne, la Colombie, le Japon et le dernier pays africain qualifié, le Sénégal. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, le Sénégal a à la fois une chance, mais peut être sorti très rapidement. Et je m'explique. C'est que le Sénégal, contrairement par exemple au Nigeria, est capable de grandes performances et a un potentiel énorme, mais en même temps peut s'effondrer ou jouer en deçà de leur qualité. Et dans un groupe homogène comme ça, le Sénégal peut très bien réussir à se qualifier et passer en huitième de finale, tout comme il peut être éliminé, voire finir dernier. Et à ce sujet-là, dans un groupe aussi homogène et aussi serré quand on regarde les forces en présence, chaque match devient à ce moment-ci très important. C'est pas nécessairement le premier match d'entrée qui va donner un signal de ce qui va survenir par la suite, parce que ça risque d'être très très serré. On va espérer, du moins pour Aliou Cissé, qui lui a connu comme joueur, une présence en Coupe du Monde, on s'en rappelle, en 2002, n'est-ce pas? La France, en tout cas, elle s'en rappelle. Maintenant qu'Aliou Cissé est sélectionneur, on va espérer qu'il soit capable de convaincre ses hommes de livrer de belles performances, mais de façon stable et à la mesure de leur potentiel à tous les matchs. Et si le Sénégal y arrive, mais je pense qu'à ce moment-là, les Lions de la Teranga vont être capables de passer, surtout qu'ils disposent, après Mohamed Salah, d'un excellent joueur africain, Sadio Mané. On va espérer par contre qu'il soit en santé. Et il y a aussi d'autres bons joueurs dans l'effectif. Bref, d'être capable d'aller plus loin que les huitièmes de finale. Tout ça pour dire que les performances inconstantes du Sénégal laissent un doute dans mon esprit quant à leur possible qualification pour les huitièmes de finale. Je pense qu'ils peuvent le faire, mais de là à dire qu'ils vont le faire, il y a un pas que j'hésite un peu à franchir. Si on regarde le tirage au sort, on peut penser que le Sénégal est l'équipe africaine qui a été la mieux servie, entre guillemets, ou la plus épargnée, comme on veut. Bon, les Lions de la Teranga donc, reviennent en phase finale 16 ans après leur quart de finale de 2002. Donc, ils avaient été une des sensations de la Coupe du Monde en Asie à l'époque. Ils sont tombés donc contre la Pologne, qui était peut-être la plus faible des 8 têtes de série, avec la Russie peut-être. Ils sont tombés ensuite contre le Japon. Et enfin, ils joueront le troisième match contre la Colombie. Donc c'est une équipe sud-américaine de qualité, mais peut-être plus aussi forte qu'elle ne l'était il y a 4 ans au Brésil. A priori, le Sénégal est face à un groupe très ouvert avec 4 équipes de valeur assez proches. Donc on est tenté de dire qu'ils peuvent à la fois finir premier comme quatrième. Les 3 matchs seront vraiment importants. C'est un groupe où, à mon avis, il peut y avoir des retournements de situation et des qualifiés qui n'auront pas forcément énormément de points puisque les équipes devraient pas mal se tenir les unes les autres. Mais ce groupe doit inciter le Sénégal à la méfiance parce qu'il rappelle le groupe qui avait eu la Côte d'Ivoire en 2014. La Côte d'Ivoire était déjà tombée sur le Japon et la Colombie dans son groupe, la même chose que ce qu'a eu le Sénégal cette année. La Côte d'Ivoire avait battu le Japon d'entrée, donc on s'était dit, bon, la Côte d'Ivoire fait un démarrage idéal, s'est placé dans les meilleures conditions pour enfin passer au deuxième tour. Et ensuite, la Côte d'Ivoire avait perdu les 2 matchs suivants. Donc moi, j'appelle les Sénégalais à vraiment être concentrés et à surtout essayer de travailler sur l'efficacité offensive. On s'aperçoit quand on regarde jouer le Sénégal que c'est une équipe qui est assise sur une bonne base défensive, qui est assez cohérente, mais qui a souvent des phases où elle disparaît un peu du match, où elle a de la déconcentration, où elle se fait un petit peu bousculer par son adversaire. Le Sénégal doit gagner en constance dans l'effort et doit gagner en consistance aussi pour aller plus loin dans le jeu, quoi. Donc mieux, peut-être être un peu plus concentré, je dirais, et mieux exploiter ses talents offensifs et ne pas juste se reposer sur Sadio Mané et ses fulgurances. Donc voilà, je pense que le Sénégal doit encore travailler. Proportion gardée, ça me rappelle un peu l'équipe de France. Il y a un certain décalage entre le potentiel de l'équipe et le rendu sur le terrain. La France, qui a un gros potentiel, fait souvent des matchs très moyens, voire poussifs. Et le Sénégal, c'est un petit peu pareil. Donc je crois que Aliou Cissé a du travail, mais il a le groupe et des joueurs de qualité pour un peu monter en gamme jusqu'à la Coupe du Monde. Il faudra quand même régler le problème du gardien de but. Aucun gardien ne s'est imposé jusqu'à présent et le niveau n'est pas exceptionnel. Donc là, je pense qu'il y a un peu de boulot là-dessus. Peut-être trouver quelqu'un qui n'a pas encore été testé ou travailler mieux avec le titulaire qu'il aura choisi. Mais là-dessus, il y a du boulot. Mais
bon, le Sénégal a quand même une chance de passer dans ce groupe. C'est pas le groupe le plus inabordable qui soit. Dernière question avant qu'on passe au dessert. Est-ce que tu crois à la possibilité que parmi les pays africains en présence à la Coupe du Monde, qu'on ait une chance d'en voir 4 se rendre en 8e de finale? On se rappelle qu'en 2014, 2 équipes africaines sur 5 avaient franchi la phase de groupe, c'était l'Algérie et le Nigeria. Bon, l'Algérie n'est plus là, donc on va pas en parler. Le Nigeria, je pense que cette équipe a encore des chances de passer. Il faudra pour ça être surtout fort et intraitable contre les 2 équipes européennes, Islande et Croatie, mais je crois que les Super Eagles en sont capables. Le Maroc, je pense que une surprise est possible si le Maroc fait un bon résultat contre le Portugal. Et on sait qu'Hervé Renard sait bien préparer ses équipes pour les compétitions, donc je crois aussi en eux. Après, je suis un peu plus dans le doute sur le Sénégal, même si la poule est tout à fait à la portée de cette équipe, mais on peut attendre le meilleur comme le pire, donc je me prononcerai pas à 100%. Et je suis plus pessimiste, franchement, pour la Tunisie, en raison de la progression qu'ont eu récemment la Belgique et l'Angleterre, et l'Égypte, parce qu'elle est tombée dans le groupe de l'Uruguay, grosse équipe très chevronnée, et du pays organisateur russe. J'ai peur qu'elle finisse 3e de ce groupe. Donc au final, je dirais que, allez, en prenant un petit risque, je donnerais 3 équipes sur 5 en 8e de finale. Le Maroc, le Nigeria et le Sénégal. Après, évidemment, quand on refera un podcast avant la Coupe du Monde, j'aurai un avis différent puisque de l'eau aura coulé sous les ponts, quoi. On aura vu les équipes rejouer et tout ça, on pourra affiner un peu l'analyse. On va sans doute s'en reparler d'ici à la Coupe du Monde, mon cher Patrick. On va maintenant passer au dessert et on va quitter un peu le continent africain. Il y a eu la nomination du nouveau vainqueur du Ballon d'Or 2017. Et sans surprise, c'est Cristiano Ronaldo qui l'a remporté. C'est son 5e Ballon d'Or. Il rejoint donc Lionel Messi au nombre de Ballons d'Or remportés. Ça fait 10 ans que ces 2 joueurs se partagent le célèbre trophée. Personnellement, moi, j'ai des réserves concernant ce que ce trophée-là signifie parce que les critères pour le gagner sont opaques et semblent changer d'une époque à l'autre. En particulier quand on est passé du fait que c'est la FIFA qui le chapeautait et ensuite France Football a acquis d'ailleurs ses revenus pour cette année. Et en plus, en entrevue, Cristiano Ronaldo a eu le culot de dire qu'il était le meilleur joueur de l'histoire maintenant qu'il avait remporté ce trophée-là. Ce que je trouve un peu poussé comme déclaration. C'est un peu difficile de comparer les époques et les conditions dans lesquelles les joueurs se trouvaient. Alors, c'est pour ça que je me dis, se prétendre le meilleur joueur de l'histoire, il ne faut quand même pas charrier non plus. Moi, où je voulais en venir, c'est que est-ce que ce trophée-là du Ballon d'Or a vraiment encore une signification? Pas juste parce que c'est seulement 2 joueurs qui monopolisent l'attention par rapport à ce trophée-là, mais également par rapport aux critères opaques qui définissent qui doit le gagner, ou les critères là, selon lesquels les journalistes et les gens qui votent établissent qui peut être en mesure de le remporter. Je pense que le Ballon d'Or a perdu un peu de son piment, non seulement pour les raisons que tu as indiquées, à savoir cette incertitude, ce flou autour des critères dus notamment au changement un peu de commanditaire du Ballon d'Or en passant de France Football à la FIFA puis retour à France Football, mais surtout parce que le duel Messi-Cristiano Ronaldo a ôté le suspense qu'il y avait dans le Ballon d'Or. Dans les années 90 ou 2000, souvent ça se jouait entre 5 ou 6 joueurs qui étaient assez proches pour l'avoir. Je me rappelle qu'en France, lorsque Pavel Nedved avait obtenu le Ballon d'Or, ça avait fait débat puisque beaucoup d'observateurs français estimaient que c'était Thierry Henry qui aurait dû l'avoir. Bon, Pavel Nedved, c'est aussi un très bon joueur, mais aucun des deux n'avait le niveau de Messi ou Cristiano Ronaldo. Il y avait plus de polémiques et les verdicts étaient plus serrés et ça donnait plus de piquant à la remise du trophée. Bon, maintenant, la seule question, c'est est-ce que ce sera Messi ou est-ce que ce sera Cristiano Ronaldo? Enfin, c'était comme ça depuis une dizaine d'années. À la longue, ça devient quand même un peu lassant. Et puis, ça consacre un peu une idée du football comme un sport un peu individuel, c'est-à-dire la superstar qui est au-dessus de tout et qui gagne des matchs à elle toute seule en permanence. Bon, on peut préférer une vision un peu plus collective du foot et que le Ballon d'Or serve aussi à révéler et à consacrer des joueurs. Là, c'est plus de la consécration, c'est à chaque fois une nouvelle étoile en plus sur l'uniforme en fait de ces joueurs-là. Donc
au final, je trouve que ça a un petit peu affadi le Ballon d'Or. Et d'un côté, on va forcément regretter la période où on n'aura plus des joueurs aussi exceptionnels que Messi et Cristiano Ronaldo, ne serait-ce que pour les voir jouer. Mais d'un autre, revenir à plus d'incertitude ne manquera pas de charme non plus. Donc voilà, donc pour moi, le Ballon d'Or, il faut qu'une page se tourne et peut-être que ce sera en 2018, puisque peut-être que pour la première fois depuis une dizaine d'années, ce ne sera ni Messi ni Cristiano Ronaldo qui gagnera le Ballon d'Or. De toute façon, ça enlève rien à ce qu'ont accompli ces deux joueurs que sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Ça va être long, je pense, avant qu'on retrouve une époque où deux joueurs comme ça vont dominer leur sport et auront compétitionné à se renvoyer la balle l'un à l'autre à ce point dans le monde du foot. Le fait de vivre ça, c'est déjà quelque chose, ça vaut plus selon moi que simplement le Ballon d'Or qu'ils ont tous les deux remporté. Je suis quand même un peu curieux de savoir qui va gagner lorsque les deux joueurs vont prendre leur retraite. À moins que vraiment... Mais nous n'en sommes pas encore là. On verra bien pour la suite. Second sujet, et ça je sais qu'il en a beaucoup été question dans les médias français. D'abord à cause des événements qui sont produits lors d'un match opposant Lyon et Saint-Étienne. On se souviendra que Nabil Fekir, en marquant un 5e but, avait enlevé son chandail pour chambrer un peu les partisans. Et là, certains d'entre eux se sont invités sur le terrain. Finalement, Nabil Fekir n'a pas été suspendu après avoir rencontré les instances, ce qui aurait été, selon moi, une absurdité. Il n'a pas fait de gestes là, comme Éric Cantona pouvait faire, c'est-à-dire aller frapper un partisan. Là. Il a simplement montré son chandail, et là, il y a des supporters qui l'ont mal pris, qui sont arrivés sur le terrain. On a d'ailleurs eu droit à un incident similaire lors de l'Olympico opposant l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille. Ça s'était déroulé lors de la fin du match, mais bon, j'entrerai pas dans les détails. On pense aussi à la... Mais ça c'est une autre histoire. Ce qui est arrivé à Patrice Evra lors d'un match de la Ligue Europa. Patrice Evra avait tenté un coup de karaté à un partisan qui avait été un peu trop fort en gueule. Mais on se demandait tout de même comment ces partisans avaient pu être aussi près du terrain. Ça ramène toute la question, parce que j'ai écouté les débats sur les radios françaises ainsi que la télévision française, toute la question des supporters français. On semble mettre un peu dans le même chapeau les supporters et les ultras. On se pose des questions par rapport à la sécurité. On donne l'exemple de l'Angleterre qui a réussi à purger ses supporters des hooligans violents dans les stades. On entend toutes sortes d'histoires, mais moi je sais, Patrick, que tu affectionnes l'importance des supporters dans le stade, tout comme je sais que tu vas critiquer la violence lorsqu'elle se présente. Alors je te pose la question très audacieuse. Ce serait quoi un peu la solution que tu envisagerais pour trouver un équilibre qui permettrait de maximiser la présence des supporters français dans les stades pour animer l'ambiance, pour amener quelque chose, en même temps qu'il faudrait éviter un peu les débordements où il y a des supporters qui vont sur le terrain au moindre prétexte lorsque, par exemple, un joueur fait du chambrage, mais sans commettre d'actes délictueux. Effectivement, la question de la gestion des tribunes et des supporters est très complexe. Dans les tribunes cohabitent plusieurs types de publics. Il y a un public familial qui vient en famille avec les enfants voir un match. Donc il y a un public qu'on pourrait dire bon enfant. Il y a le public des vrais fidèles du club qui sont dans les copes, qui portent les couleurs, qui font des chants et qui animent les tribunes, qui sont un public plus, disons, fidèle et vraiment plus impliqué, dirons-nous. Et donc parmi lesquels on trouve la frange ultra, donc des supporters, mais qui ne doivent pas être confondus avec les hooligans, qui sont pas forcément violents. Et puis on a un public de curieux qui vient vraiment un petit peu au stade, comme on irait. C'est un lieu de rencontre et à l'occasion de cette rencontre, on regarde un match, mais c'est un public plus occasionnel. Bon, pour qu'un club fonctionne, il faut que ces publics puissent cohabiter et vibrer ensemble. Et on s'aperçoit en France qu'on a parfois une manière un petit peu trop brutale de gérer ces différentes franges du public, en particulier les ultras, qui sont parfois assimilés à des gens violents. Et en fait, la solution passe par un bon dialogue entre les supporters et les clubs qu'ils supportent. Les ultras doivent être encadrés, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des messagers, des points de passage entre le club et ses supporters. Il doit y avoir un dialogue permanent. Il doit y avoir aussi un dialogue entre les stadiers, donc qui s'occupent de la sécurité des tribunes, et les supporters. Bref, c'est une alchimie à trouver, c'est pas toujours évident. Et on voit que si un des maillons de la chaîne manque, toutes les tribunes peuvent s'en trouver vraiment affectées. On le voit à Saint-Étienne.
L'an dernier, à Saint-Étienne, le club avait été condamné à un huis clos et une partie des ultras ont brisé le huis clos en pénétrant dans les tribunes malgré l'interdiction. Beaucoup des leaders de ces groupes ultras ont été interdits de stade par la préfecture locale. Et ce qui fait que le club se trouve sans vrai interlocuteur avec ses supporters. Et ça rend un petit peu ses supporters incontrôlables. Et donc ça, je pense qu'il faut veiller à ne pas diaboliser les supporters dans leur globalité et toujours garder un dialogue avec eux pour que tout se passe bien. Et à cette condition, je pense que tout est réuni pour que les choses se passent bien. Et il faut pas tout mélanger non plus. Donc, par exemple, là, sur le sujet des fumigènes, on a essayé de bannir les fumigènes en France. C'est un petit peu dommage de se priver d'un élément du spectacle sous prétexte que parfois certains supporters jettent des fumigènes et les transforment en projectiles. Ce qui est absurde, c'est que les fumigènes, ils sont en vente libre. On peut les acheter dans les magasins d'électroménager. Dans les magasins de jardinage, on peut acheter des fumigènes. Donc, soit on interdit les fumigènes partout, soit on les laisse partout. Mais les interdire dans un stade, je veux dire, on transformera jamais un fumigène en bombe. Alors, si des gens s'en servent comme de projectiles, il faut les interdire de stade. Mais interdire tout le monde sous prétexte que quelques-uns se comportent mal, ça me pose toujours problème, moi, les sanctions collectives, alors que c'est des problèmes individuels, quoi. Enfin, moi, ça me paraît même juridiquement très contestable. Il faut toujours faire preuve de juste mesure dans la gestion des tribunes, et malheureusement, c'est ce qu'on fait pas toujours bien en France. Voilà, donc j'appelle à un peu de modération et surtout à une bonne connaissance des choses, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes, en fait, dans la manière dont les différentes parties du public se regardent mutuellement, et notamment dans la manière dont les autorités regardent les groupes ultras. Donc voilà, je regrette un petit peu un manque de modération parfois. Et je dirais pour conclure que le modèle anglais qui est souvent cité en exemple en France pour la pacification des tribunes ne me semble pas adaptable. En Angleterre, on a pacifié les tribunes au prix d'une énorme augmentation du prix des billets et d'un remplacement du public populaire par un public de gens plus aisés. Je suis pas certain qu'en France, déjà socialement, ça me semble très injuste, et en plus, je suis pas certain qu'en France, on ait les moyens et le réservoir de public pour pouvoir opérer ce changement, en fait. Donc, restons modérés, c'est ma conclusion. À défaut de citer l'Angleterre en exemple, on peut tout de même prendre l'Allemagne. Quand on regarde les matchs en Ligue allemande, on s'aperçoit qu'il y a une très très grosse ambiance dans les stades et qu'il ne semble pas y avoir de problème avec les ultras des clubs allemands. Comment peut-on expliquer cette ambiance si particulière et si énergique dans les stades de la Bundesliga sans qu'on dénote autant de débordements tels qu'on en entend parler en France? Pour deux raisons. C'est que déjà, l'alcool n'est pas interdit dans les stades en Allemagne. Donc on peut boire de la bière dans les stades en Allemagne, et en France c'est impossible. La vente d'alcool est interdite. Tout comme le sponsoring. D'ailleurs en France, les marques d'alcool n'ont pas le droit de sponsoriser les clubs ou les stades. C'est absurde. Enfin, ça donnerait beaucoup d'argent aux clubs. L'alcool ne rend pas tout le monde sanguinaire, bien au contraire. Avec modération, ça permet une plus grande convivialité, une plus grande détente, quoi. Donc, mais bon, en France, on a décidé que l'État devait être exemplaire et pas encourager l'alcool. Bon, enfin, c'est des visions un petit peu simplistes. Mais bon, on a décidé qu'il fallait pas encourager l'alcoolisme, comme si les gens avaient besoin de publicité pour boire. Bon, bref. Il y a que dans les pays latins où c'est interdit. Et je crois en Angleterre. Et en plus, disons que le phénomène ultra est plus marqué dans les pays du sud de l'Europe que dans ceux du nord. Donc, ça aide aussi à ce que ce soit plus calme en Allemagne. Mais enfin, globalement, voilà, moi je pense qu'il faut du dialogue, c'est pour moi l'essentiel. Mais on va espérer en tout cas qu'il y ait une solution d'équilibre éventuellement pour que l'ambiance dans les stades en France soit préservée, en même temps que, je veux pas employer le mot pacifié, mais en même temps qu'on évite, si on veut, certains débordements, comme ce qu'on a vu à Bastia l'année dernière, ou même des joueurs pourraient être en danger lorsque des supporters vont sur le terrain. J'entends souvent dire, par exemple, que le terrain de foot a quelque chose de sacré. Les partisans, les supporters ont le droit de faire ce qu'ils veulent dans les estrades, mais pas nécessairement au prix d'aller sur le terrain. Moi, au fond, tout ce que j'espère, c'est qu'on trouve, si on veut, un équilibre
pour arriver un peu, je sais que ça sonne utopique, ou dans l'idéal, mais qu'on trouve une ambiance festive. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Une ambiance vraiment festive où les joueurs pourront jouer devant des supporters qui vont les appuyer à fond à tous les matchs et qui seront pas piqués au vif lorsqu'un adversaire viendra les chambrer quand ça va se présenter, par exemple. On a un peu tendance à tout généraliser ou, comme vous dites, à en faire un pataquès. Mais on va espérer que des solutions plus constructives seront trouvées si l'on aspire à une belle ambiance permanente dans les stades de façon à ce que le spectacle du foot soit préservé. Dernière question, et là on embarque dans un enjeu qui fait couler beaucoup d'encre en Europe et en France en particulier. C'est la question de la vidéo. Bon, nous en Amérique du Nord, puisque j'entends des fois dans les commentaires certains consultants qui sont parfois un peu méprisants à l'égard des sports nord-américains, ça fait quand même une vingtaine d'années que la vidéo est implantée dans la très grande majorité, pour ne pas dire la totalité, des sports nord-américains. Le débat qui a lieu en ce moment concernant la présence de la vidéo dans l'arbitrage des matchs de foot, eh bien, elle a déjà eu lieu chez nous il y a 20 ans. Aujourd'hui, je te dirais, pour résumer la situation, que la vidéo a été globalement acceptée par tous. Mais elle l'a été parce que, ici, la vidéo n'est pas là pour remplacer l'arbitre. La vidéo, elle est là pour appuyer, elle est là pour aider l'arbitre. Et dans chaque sport, il y a des paramètres précis qui sont bien identifiés, qu'on améliore, qu'on peaufine à chaque fois. Mais globalement, on a ciblé, si on veut, dans chaque sport, que ce soit le hockey sur glace, même le baseball, par exemple, ou le football nord-américain, dans ces sports-là, même le basketball, parfois, on a réussi à identifier les cas de figure où la vidéo peut être utile afin d'aider l'arbitre dans son travail. Et moi, ce que je ne comprends pas dans le débat français au moment où on se parle, c'est qu'on en réduise la portée soit à être pour, soit à être contre la vidéo. Il n'y a aucune nuance. Je reprends l'argument de quelqu'un, je n'aimerais pas son nom, mais je sais qu'on en a parlé toi et moi ensemble puisque tu l'as déjà côtoyé au cours d'une émission de radio où vous avez débattu de la question. Bref, ce consultant avait affirmé qu'avec l'arrivée de la vidéo, le monde du foot est désormais envahi par les robots. À l'entendre, on se croirait presque dans un film de science-fiction des années 50 ou dans le roman 1984 de George Orwell. Il était persuadé que le monde du foot allait désormais être réglementé par des robots et arbitré par des robots. Ce qui est, à mon sens, totalement absurde, pour ne pas dire un peu délirant. Au point où on se serait cru vraiment dans une mauvaise série B. Ceci étant dit, je ne comprends toujours pas pourquoi on n'entend pas suffisamment le message que la vidéo, en fait, est là pour aider et qu'il faut laisser du temps à ce que les paramètres soient clairement mis en place, qu'on voit un peu ce qui va pas bien, ce qui va bien, de façon à ce qu'on puisse maximiser son usage à long terme et que les arbitres, à ce moment-là, aient un appui supplémentaire dans leur travail. Et je dis ça en sachant très bien que la vidéo, elle est pas là pour viser la perfection n'est pas de ce monde, mais elle est là pour réduire la marge d'erreur. Elle est là au moins pour éclaircir certains faits, mettre en lumière certaines règles. Moi, je me rappelle très bien lors de la finale MLS de 2015, la balle avait sorti en touche et c'était clair sur l'image vidéo, mais l'arbitre de touche n'avait pas sifflé, ce qui a permis à une équipe d'en profiter puis de marquer un but en pleine finale MLS. Alors moi, je me dis que dans une situation comme celle-ci, la vidéo aurait été très utile, d'autant plus qu'elle relevait du factuel, pour reprendre un terme que tu aimes bien. Et te connaissant comme quelqu'un de nuancé et de réfléchi, je serais curieux de connaître ton opinion concernant l'arbitrage vidéo et le débat qui a cours actuellement en France autour de cette question, même si, à mon avis, ce débat est actuellement trop confiné à l'intérieur d'un carcan favorisant une polarisation binaire extrêmement limitée. Le tout assaisonné d'arguments fallacieux destinés à nous forcer à être soit tout noir ou soit tout blanc sur cette question. Oui, c'est vrai que ces derniers jours ont été marqués en France par des débats très animés sur l'arbitrage vidéo, plutôt l'assistance vidéo que va introduire la LFP pour la saison prochaine. Le nombre de cas sur lequel pourra intervenir cette assistance a été prévu et délimité clairement. Donc c'est principalement donc pour après un but, pour les situations dans la surface de réparation et puis donc les franchissements de lignes. Alors personnellement, donc moi je suis un petit peu entre deux extrêmes. Il y a l'extrême des pros vidéo sans réserve, donc ce sont des gens qui ont tendance à être des personnes assez jeunes qui font confiance à la technologie et qui pensent que on a de la technologie à disposition, donc ça va forcément
être mieux avec la technologie que sans la technologie. Et on a le cas inverse des anti-vidéos primaires qui ne veulent pas en entendre parler. Et ceux-là, en fait, c'est un petit peu les enfants de Michel Platini, puisque Michel Platini, à l'époque où il était président de l'UEFA et puis ensuite candidat à la FIFA, avait dit que sous sa présidence, on n'introduirait jamais la vidéo, qu'elle mettait un terme à l'universalité du football sur le thème il n'y a pas de raison que les joueurs professionnels bénéficient de technologies dont le joueur de tous les jours au coin de la rue ne bénéficie pas. Bon, un argument qui me semble totalement spécieux, puisque le sport professionnel et le sport du dimanche n'a rien à voir. Enfin bon, quand on fait 1 heure de course à pied, c'est pas pour ça qu'on est Usain Bolt, quoi. Donc ça me semble un argument absurde. Moi, je pense que la vidéo doit quand même ne pas ajouter de la confusion à des situations qui peuvent déjà être confuses. Donc j'attends quand même de voir ce que va donner la vidéo pour la surface de réparation, puisque parfois, même avec 12 ralentis, on n'arrive pas à savoir s'il y a une faute du défenseur ou une simulation de l'attaquant. Donc ça, c'est pas évident. Mais sinon, je suis sans réserve favorable à la vidéo pour les situations sans ambiguïté, à savoir les franchissements de ligne. Donc, est-ce que la faute a été commise dans la surface ou en dehors de la surface? Est-ce que la balle est sortie en touche ou pas? Et est-ce que le joueur est au-delà de la ligne de hors-jeu ou pas? Donc ça, c'est sur ça, la vidéo, très rapidement, peut permettre à l'arbitre d'affiner son jugement et donc de prendre la meilleure décision possible. Et bien évidemment, en plus de ce qu'on appelle la goal line technology, donc le jugement sur la ligne de but. Donc ça, là aussi, globalement, ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien et qui permet donc de se faire une opinion tranchée et incontestable. Voilà, après, globalement, la vidéo, moi je suis favorable à la vidéo, mais je ne pense pas que, contrairement à ce que disent les anti-vidéos, elle va permettre de régler tous les problèmes. Puisque certains des anti-vidéos nous disent « Ah oui, mais la vidéo ne permettra pas de régler tous les problèmes, donc c'est pas bien. » Non. Si déjà elle peut permettre d'en régler certains, c'est toujours ça de prix. Donc rien que pour ça, je suis pour la vidéo. Maintenant, il faut pas non plus que la vidéo soit trop théâtralisée, dans le sens, tu as ironisé sur le spectacle à l'américaine, mais il faut pas que ça donne lieu à... Parce que les arbitres français sont déjà très théâtraux dans leur comportement et ils ont tendance à en faire des tonnes. Si en plus ils doivent en faire davantage quand ils font appel à la vidéo, ça va devenir un petit peu excessif. Donc il vaudrait mieux que ça passe par des oreillettes et quelque chose d'assez fluide et pratiquement invisible à l'œil nu, quoi. Mais qu'au final la décision soit meilleure. C'est le but qui doit primer. Voilà pour moi mon avis sur la vidéo. Évidemment, il y aura forcément une phase de tâtonnement où ce ne sera pas parfait. Mais de toute façon, l'arbitrage n'est pas parfait depuis le début du football sans la vidéo. Donc, il ne faudra pas s'en offusquer. Donc, voilà, je pense qu'il faut avoir un avis raisonnable sur la vidéo et ne pas monter sur ces grands chevaux comme le font certains des débatteurs qu'on peut entendre en France ces derniers jours. J'aime bien le point que tu amènes concernant les fautes. Nous, dans certains sports nord-américains, on va utiliser le terme punition. Dans la plupart des sports nord-américains, la vidéo n'est pas vraiment employée lors de ce genre de situation. Dans la très grande majorité des situations, la vidéo est employée à l'intérieur de paramètres clairement définis et elle est destinée à vraiment aider l'arbitre au maximum. Et, pour reprendre un peu tes termes, qui laisse peu de place à l'ambiguïté. Oui, il peut arriver des fois où l'arbitre doit trancher parce que même ce qui n'est pas ambigu peut l'être un peu, mais à tout le moins, ces cas s'avèrent très peu fréquents, voire exceptionnels. Au bout du compte, on finit par en accepter l'augure et puis c'est ça. Maintenant, concernant l'argument des anti-vidéos sur la pureté du foot, ben je m'excuse, mais il me semble que depuis 100 ans, les règles du jeu ont quand même passablement changé. Fait que si on voulait jouer la pureté du foot, on le jouerait comme on jouait il y a 100 ans, quoi. C'est un peu pour toutes ces raisons que j'avais envie d'en discuter avec toi, parce que, justement, je trouvais le débat pas assez constructif à mon goût. Je pense avoir entendu sur la flopée des consultants qui existent en France, 3 ou 4 seulement qui ont affirmé que la vidéo était là pour aider, elle n'était pas là pour solutionner tous les problèmes. Et je suis persuadé que la FIFA va savoir s'ajuster en conséquence par rapport aux règles que tu as évoquées. Le problème, c'est les fautes volontaires ou pas. Ça, la vidéo, on peut pas savoir. On n'est pas dans la tête du joueur. Donc, c'est comme les mains. Je veux dire, si on monte la vidéo d'une main dans la surface, t'as un arbitre qui va dire ah oui,
c'est sûr, c'est volontaire, l'autre il va dire non. Donc pour moi, la vidéo ne réglera pas ce problème. Il y a beaucoup de situations de main où on ne sait pas trop si c'est la main qui est, si le joueur a vu le ballon quand le ballon a touché sa main ensuite ou pas. Donc voilà, donc c'est pas évident. Donc bon, les mains offensives, il y en a très peu, mais les mains défensives, il y en a beaucoup. Donc c'est ça le problème. Et effectivement, avec la Coupe du Monde qui s'en vient, on aura encore l'occasion d'en reparler de l'assistance vidéo. Ça risque de faire couler beaucoup d'encre. Patrick Gilliard, merci beaucoup d'avoir participé à cette super émission. Ça m'a fait grand plaisir à nouveau de te recevoir. Puis évidemment, on va se retrouver bientôt, c'est certain. Merci Mathieu de m'avoir accueilli dans ton podcast. C'est toujours un plaisir de refaire le monde du football avec toi et j'espère qu'on pourra à nouveau renouveler l'expérience, une année de Coupe du Monde avec beaucoup de matchs et d'événements à commenter entre nous. Merci encore infiniment, Patrick. Merci au Cannes Football Club encore une fois pour la diffusion du podcast. Si vous allez sur le site du cannesfootballclub.com, vous allez trouver plein d'articles sur le monde du foot, du soccer et également tous les podcasts que vous pouvez trouver aussi également sur SoundCloud et iTunes au compte du Cannes Football Club Plus, très important. N'hésitez pas à nous laisser une note favorable, ça augmente notre visibilité puis ça attire l'attention de nouveaux supporters et de nouveaux passionnés de foot qui aiment avoir plus d'informations, ce qui s'avère d'ailleurs un plaisir à vous offrir et on compte bien continuer à vous en offrir davantage. Et voilà, c'est ce qui conclut cette édition du MLS Africa Plus. Ici Mathieu Lemay qui vous dit au revoir et à la prochaine.